Attention, accrochez-vous. Décollage immédiat. Au secours. Au secours. Oulala, je sais pas jusqu'où il va celui-ci, mais c'est un néon, hein. Mais il y en a marre, toujours des tests de téléviseurs OLED, QD OLED, OLED, QD OLED. Il est temps que ça change. Voici donc le trublion de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'un produit qui n'est pas, attends je me méfie, qui n'est pas un téléviseur OLED ou bien un téléviseur QD OLED, un téléviseur LCD QD mini LED. Voilà, très attendu, vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous a annoncé la naissance du produit, avec Olivier qui vous en a parlé en disant ah, c'est le produit le plus incroyable qu'on ait jamais lancé chez TCL. Bah normal, hein, il bosse chez TCL, notre Olivier. Mais le truc, c'est qu'en effet, vous allez peut-être voir dans cette vidéo que ce produit est ce qu'on appelle un game changer, c'est-à-dire un produit qui est capable de faire une vraie transition entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant grâce justement au C8K qui existe également sous le nom de code de C89K. Donc dans cette vidéo, on va le passer au crible. Croyez-moi, il y a vraiment des tas de choses à dire, notamment sur les plus et les moins, parce qu'il y a des moins à rallonge, des plus à rallonge, plein de choses. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter le moment que vous allez passer à regarder cette petite vidéo. Donc au menu de cette vidéo qui arrive juste avant l'été, comme ça moi je suis carrément en short, il fait 35 degrés. Au menu de la vidéo, bien sûr, un descriptif complet. Une description large du produit, parce qu'on va parler des dimensions, installation, le design, vous allez voir, il y a un truc de dingue. Le design, les technologies à bord, parce que c'est pas la même techno que d'habitude, c'est là où ils ont peut-être fait fort, je pense, hein, peut-être fait fort, ainsi que la connectique, la section audio, le menu. Le truc, c'est qu'après, il y aura mes résultats sur le terrain, parce que j'ai passé une petite semaine avec cette chose à me faire littéralement éblouir, que j'étais avec des lunettes de soleil partout. Après, il y aura bien sûr l'intervention de Sylvain avec les mesures commentées de façon très claire sur ce que Sylvain a trouvé grâce à la sonde et son expertise de professionnel. Après les plus et les moins, attention, ça va trembler dans les chaumières. Et après, petite conclusion comparative d'autres produits du même goût qui sont en face, les Samsung, Hisense et tout. Parce qu'il y a de la concurrence sur la bestiole qui est là. Il se pointe en faisant le cador, mais est-ce que par hasard, c'est réellement le cador sur tous les points? Dans tous les cas, c'est parti. Moi, je suis vraiment ravi. Pourquoi je reprends ça? Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour un nouveau test de téléviseur. Un de plus, c'est super chaud, mais il fait 40 degrés dans le studio. Un de plus dans l'année, vous avez plein de tests partout, mais cette fois-ci, un téléviseur LCD QD mini LED. C'est rien de dire, allez on y va, on va passer au crible la gamme, ce qu'il sait faire et tout, ça va être génial. Mais non mais oui, mais comme il est beau, voici donc la gamme C8K. Je vais l'appeler C8K, hein, pas C89K, comme ça sera plus simple entre nous, et je suis paresseux de toute façon. Donc, alors, les modèles existent en plusieurs diagonales. Il y a un 55 pouces qui lui n'est pas vraiment mis en exergue par TCL parce qu'il n'a pas la même dalle que les autres. Donc on va mettre un petit peu à part le 55 pouces, on va attaquer donc au 65 pouces qui serait en vente, les prix sont libres en France, aux environs de 1800 €. Ça c'est un des prix que je vous donne comme ça. Après, cherchez des prix sur internet, c'est un prix qui est balancé comme ça. Après, il y a un modèle 75 pouces, 2499 €. Prix comme ça, regardez, il est beaucoup moins cher normalement maintenant déjà. Un modèle 85 pouces, 2990 € et un modèle 98 pouces, un Big One, qui est en vente aux environs de 4999 € au prix de lancement. Sachez que les prix chutent très vite, c'est une des caractéristiques des téléviseurs actuellement, ça chute très vite, ce qui est bien pour tout le monde. C'est parti pour le tour de propriétaire version hollywoodienne. Justement, parlant d'Hollywood, je pense que TCL a réussi un truc que peu ont réussi, voire personne. Regardez, je m'approche, tout doucement. Il n'y a aucune petite bandelette noire au bord de l'image. Il n'y a rien du tout. Ce qu'on appelle le zéro border, c'est-à-dire que la dalle arrive pile poil au bord, à l'encadrement. Il n'y a rien du tout. Ce qui fait que, regardez, l'image, elle flotte littéralement dans l'espace puisqu'il n'y a pas le petit bord noir ici. En plus, le design est vraiment premium. Par contre, sachez quand même que le produit est un petit peu profond, hein. Ça a beau être du LCD, il fait 5 cm parce qu'il y a l'électronique bien sûr à l'intérieur, ainsi qu'une grosse section audio sur laquelle on va revenir. Concernant l'installation, pas de problème, je retourne derrière. Il peut être accroché version VESA, hein, sur un mur et il y a un pied. Un pied amovible à 2 hauteurs. C'est facile à installer, vous voyez à l'image, on place les vis pour installer le produit qui est vraiment extrêmement élégant, une finition superbe. On sent que TCL est en train de pousser tous les côtés pour proposer un produit qui est carrément premium, hein. Un produit dont l'image flotte littéralement dans la pièce parce qu'elle n'a pas d'encadrement. Regardez, c'est vide. Il n'y a pas les petites bandelettes et tout, c'est formidable, c'est un gros confort. Ce qu'il faut retenir avec le zéro border, c'est que 100% de l'image de la dalle est visible et colle pile poil ici.
Voilà, à l'encadrement. Attention, c'est parti, on part à l'intérieur du produit. Téléviseur LCD mini LED, ça veut dire quoi? Du LCD, une dalle LCD signée CSOT TCL et derrière un rétroéclairage mini LED. Regardez, l'image sort par là et donc il faut rétroéclairer la dalle, ce qui n'est pas le cas de l'OLED. Donc 7e génération de mini LED quand même. Hein. Depuis le début, TCL avec CSOT, donc l'usine qui fabrique les dalles, travaille sur le mini LED. Cette fois-ci, ils ont additionné les choses. Ils ont donc une dalle 10 bits, ils ont un rétroéclairage mini LED et en plus, ils ont un nouveau type de panneau qui s'appelle Wide HVA, ce que n'a pas le modèle 55 pouces. Le 55 pouces a du HVA simple. Alors c'est quoi le Wide HVA? C'est tout simple, c'est pour permettre au téléviseur d'avoir un excellent angle de vision, Wide HVA. Parce que le problème du LCD, on rigole comme ça, mais le problème du LCD, c'est que comme l'image ne se forme pas ici, mais qu'il faut la rétroéclairer, en général, quand on est sur les angles, quelquefois, on n'a pas un super angle de vision. Et en plus, comme on fait du rétroéclairage, quelquefois, le ratio de contraste, le rendu du noir, c'est un peu compliqué. Du coup, eux, en plus, pour garantir le coup, ils ont rajouté une couche de vernis qui s'appelle Crist Glow. Et le vernis Crist Glow a été conçu pour appuyer le travail de la dalle donc LCD avec le Wide HVA. Enfin bref, c'est des tas de termes techniques qui vous expliquent qu'au final, on va essayer d'avoir le meilleur ratio de contraste, l'anti-reflet le plus performant et l'angle de vision le plus large. Mais il y a autre chose d'importante. Regardez comment c'est fichu. Vous avez donc l'image qui sort par ici et vous avez un rétroéclairage. Il y a un espace entre le rétroéclairage et la dalle. Et cet espace, c'est ce qu'on appelle OD, Optical Distance, la distance optique. Et justement, c'est un des points forts du cheval de bataille de TCL. On en parle dans quelques instants de la distance optique. Hop, justement, regardez comme c'est beau, la distance optique. Là, vous avez votre image et derrière, vous avez le rétroéclairage. C'est ce qu'on appelle Optical Distance. Plus cette distance est longue, donc 1 centimètre ou un truc comme ça, plus vous avez des effets qu'on appelle de blooming. Alors le blooming, c'est dégueulasse, c'est menti sur le LCD. Par exemple, vous avez sur un fond noir des lettres affichées et autour, vous avez des halos de lumière. Parce qu'en effet, la distance optique est trop éloignée de l'avant de la dalle. Quelle horreur! Sur le TCL C8K, on a une distance optique qu'on appelle micro-OD qui est en général inférieure à 6 mm. C'est entre 5 et 7 mm suivant la diagonale. Donc on rapproche le rétroéclairage de la dalle. Donc logiquement, on devrait avoir un meilleur rétroéclairage sans point de blooming, donc les halos dégueulasses. Vous n'aurez pas de latence avec justement ces diodes. Alors il faut savoir qu'il y a un nombre de zones de rétroéclairage différents suivant les modèles. Je vais vous donner le nombre de zones suivant les diagonales. Tenez-vous bien, 65 pouces c'est celui-ci, celui qu'on teste. Il y a 1344 zones de rétroéclairage. C'est pas mal. Le modèle 75 pouces, il y a 2160 zones de rétroéclairage. Le modèle 85 pouces, il y a 2880 zones environ de rétroéclairage. Et le Big One, 98 pouces, il y a plus de 3000 zones de rétroéclairage. Donc en effet, le téléviseur va avoir non seulement de l'impulsion lumineuse, hyper rapide, ça va être très localisé. Ça devrait éviter tous les risques de blooming, puisqu'en effet, on dirige le faisceau de façon très précise suivant les zones de rétroéclairage de la dalle LCD. Enfin, ce sont toutes les promesses, mais ça tranche un petit peu de ce qu'il y avait auparavant. Hein. Le C89B n'avait pas autant de performance et les autres non plus. On verra ça sur le terrain tout à l'heure. Il y a de la surprise, messieurs, dames. Mais il n'y a pas que la lumière dans la vie. Il y a un travail autour des couleurs puisque le téléviseur est QD, mini LED QD. C'est pour Quantum Dots. Hein. Donc un travail sur la colorimétrie, la fidélisation de la colorimétrie. Et du coup, TCL dit pas de problème. Sur les espaces colorimétriques, on a de la lumière, on a de belles couleurs et tout. On verra ça tout à l'heure justement dans les mesures. Ce que je peux dire sans effrayer les gens qui ont un 835, 845, un X, je sais pas quoi, ou bien le C89B, c'est que la TCL a mis la gomme. Ils ont mis la gomme avec une nouvelle dalle, nouveau revêtement, un nouveau travail également sur les mini LED. Bref, ils sont en train de passer à vitesse supérieure parce qu'il y a du monde en face, il y a de la concurrence. Mais là, je dois dire que du côté le bateau est chargé, le bateau est bien chargé. Hein. Accrochez-vous, on va encore aller beaucoup plus loin, ça va être crescendo. Vous allez voir, le produit est quand même super intéressant. Je sais pas pourquoi je dis quand même, il est super intéressant. Dalle Ultra HD, oh là là, super chaud. Dalle Ultra HD 4K, réellement 144 Hz, hein, c'est pas du bidouillage d'une dalle qui est 120 Hz avec un motion accélérateur, non, la dalle est carrément 144 Hz qui va beaucoup aider les gens qui jouent justement sur PC et qui ont des jeux en 144 Hz, c'est direct, 144 Hz pour la dalle. Derrière la dalle, il y a bien sûr un processeur maison qui s'appelle AIPQ Pro. Alors le processeur est là pour tout gérer, hein. Lui il est là pour gérer ce qu'on appelle l'upscale, c'est-à-dire des images Full HD qu'on met en 4K, c'est lui qui gère ça, il gère le contraste, il gère la colorimétrie, il gère
derrière tout ça, la netteté, c'est le processeur, c'est le cerveau de l'affaire. On va faire un petit tour maintenant du côté des menus très rapidement. C'est Google TV qui est à bord, je vais vous montrer en direct le mec. Alors je m'en vais, je reviens, c'est pas la bonne télécommande, c'est génial, j'ai pas fait pire. Voilà. Coucou. Alors Google TV est à bord, voilà, Google TV est à bord sur le produit avec une interface qui a légèrement été modifiée par rapport à ce qu'on trouve chez Sony ou Philips. Vous allez maintenant aller avec moi dans le menu, je vais vous mettre un petit peu de musique, vous allez voir le nombre de réglages, c'est assez dingue. Tout est bien libellé, c'est-à-dire qu'à chaque réglage, vous allez voir, si vous faites ça, il va se passer ça. Si vous faites ça, il va se passer ça. Si vous faites ça, il va se passer ça. C'est important quand on règle un produit, puisque vous avez des modes pré-réglés également qui sont à bord. On va parler justement avec Sylvain tout à l'heure. Méfiez-vous quand même de 2-3 petits trucs tout à l'heure dans le menu au niveau de la luminosité. Parce que celui-ci, il peut vraiment vous cramer les rétines, hein. Donc vous allez voir, il y a des trucs, touchez pas à ce truc-là, c'est pas la peine. Ou alors vous êtes en plein soleil, avec le soleil ici, dehors, quoi, dans votre jardin avec du soleil. Là, vous pouvez mettre la luminosité au maximum. Sinon, celui-ci, c'est pas la peine, hein. Bonne nouvelle! Comme toujours chez TCL, le téléviseur est compatible avec tous les HDR. On s'embête pas chez TCL, on a choisi de pas choisir. Donc vous avez le HDR, HDR10+, le HLG ainsi que le Dolby Vision. Tout est gobé à bord. Il y a des modes préréglés qui peuvent aider tout le monde, hein, qu'on soit clair, on a les modes préréglés. Le mode standard, tout va bien, on équilibre. Le mode Filmmaker, c'est la première fois qu'il y a le mode Filmmaker, on va le voir dans quelques instants, première fois qu'il y a le mode Filmmaker chez TCL. Un mode cinéma, un mode Dolby Vision IQ, c'est-à-dire que le Dolby Vision avec le capteur de luminosité qu'on peut éteindre ou pas éteindre. C'est à vous de voir si vous voulez garder le capteur de luminosité. Il y a également un mode relatif au jeu ainsi qu'un mode dynamique. Alors mode dynamique, c'est là où vous avez le plus de lumière. Accrochez-vous, hein. Pour le gaming, c'est génial, il y a une game bar, hein, pour justement ce menu 2025, un tableau de bord pour les gamers avec indication de FPS, donc du nombre d'images par seconde, le mode VRR, le type de HDR utilisé, le ALLM, évidemment, le téléviseur peut reconnaître une ressource gaming si vous lui demandez. Attention pour les gamers, il faut aller dans le menu système et maître de jeu. Hop, regardez ce qui se passe. On a les ports HDMI 1, 2, 3, 4. Je conseille bien sûr les ports HDMI les plus rapides, donc 1 et 2. Et on va dans automatique. En mode automatique, le téléviseur va détecter un signal de gaming, donc en VRR ou ALLM, qui est détecté et il va réduire la latence au maximum. La connectique à bord, il y a deux ports HDMI 2.1, compatibles 144 Hz et un qui est eARC. Il y a deux ports HDMI 2.0 qui sont compatibles Ultra HD 4K en 60 images par seconde. Il y a également un port USB-A, un seul port USB-A, une sortie optique, il n'y a pas de prise casque. On est quand même allé un petit peu au minimum avec cette affaire, hein, voilà.
Et voici la section des bonnes nouvelles, la section audio, avec l'intronisation cette année de deux choses très importantes. Bang et Olufsen, Beosonic. C'est la première fois que TCL travaille avec Bang et Olufsen, énorme marque audio nordique, fondée en 1922 comme moi, donc c'est une très grosse marque, qui a bossé sur le produit en 6.2.2 canaux pour un total de 90 watts. Il y a carrément haut-parleurs à l'arrière, il y a haut-parleurs partout, bon bref, ils travaillent ça avec en plus un mode intéressant. Ce mode ici permet de choisir entre guillemets l'égaliseur, c'est-à-dire que vous avez ce qu'ils appellent lumineux, c'est un son un peu plus clair. On va vers énergique, vous allez avoir un son un peu plus péchu. Chaud, vous allez rajouter des petites choses au niveau des voix. Détendu, c'est un mode relax qui n'en fait pas trop. Donc vous avez ceci pour travailler le son. Sinon vous avez un petit égaliseur, c'est pas un égaliseur, vous avez plus et moins au niveau du grave et de l'aigu dans le menu Google TV de ce téléviseur, mais il faut utiliser ça à mon avis de préférence. Donc BO est à bord avec ce système Beosonic, compatible Dolby Atmos, Dolby Audio, Dolby Atmos, ainsi que DTS, DTS-X. C'est vraiment intéressant parce qu'à bord, du coup, on a une marque qui sait vraiment de quoi elle parle quand elle parle d'audio. C'est vraiment un très beau partenariat. Je trouve de travailler avec Bang & Olufsen, c'est classe. Ils font des choses dans les véhicules et autres. Donc là, c'est quelque chose qui est un gage de qualité. On fera une écoute tout à l'heure en binaural pour savoir si, en effet, le gage de qualité se retrouve sur le terrain. Autre truc que je peux pas vous démontrer dans cette vidéo, mais qui sera démontré dans la semaine. Enfin, tenez-vous bien, tremblez des genoux, mortels. Enfin, la compatibilité avec Dolby Atmos Flex. En effet, TCL va lancer des enceintes Dolby Atmos Flex. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avec ce téléviseur, donc la gamme 2025 TCL, on peut appairer 1, 2, 3 ou 4 enceintes Dolby Atmos Flex dans toute la pièce, c'est-à-dire vous en mettez 1, 2, 3 ou 4, c'est entre guillemets adaptatif et par rapport à ça, le téléviseur va gérer les enceintes entre ce qu'il produit lui et ce que vont faire les enceintes pour créer une bulle Dolby Atmos sur mesure. Et en plus, on peut les placer un peu n'importe où. Vous verrez la vidéo dans la semaine du Dolby Atmos Flex avec TCL. On vous expliquera tout avec Olivier. Il y aura des démos, captations binaurales de ce qu'est le Dolby Atmos Flex. Attention, c'est uniquement certains téléviseurs TCL 2025 qui sont compatibles avec le Dolby Atmos Flex et donc les enceintes lancées par TCL Dolby Atmos Flex. Dans la vidéo, vous voyez justement Olivier qui montre cette enceinte Dolby Flex qui était annoncée pas dans cette forme-là, il y a 2 ans lors de l'IFA de Berlin et puis depuis plus rien du tout et ça revient. Mais bien sûr, il va y avoir des déçus parce que ça sera pas sur les téléviseurs a priori ni 2023 ni 2024 et les enceintes elles vont quand même coûter un petit peu d'argent et il faudra en prendre, je pense, en minimum 2. Le téléviseur est compatible Google Assistant, Alexa, Apple HomeKit, AirPlay 2, Miracast, Chromecast, compatible mise en réseau DLNA, il est Wi-Fi 6, Bluetooth en version 5.4. Look at the télécommande, une vraie télécommande avec du métal, elle est rétroéclairée. Rétroéclairée. Bon, il y a toujours des piles à bord et c'est pas un chargement USB-C, mais voilà, rétroéclairage et joli en plus. Il y en a d'autres qui devraient en prendre de la graine. Non mais là c'est carrément un interrogatoire messieurs dames. Voici ce moment tant attendu où je suis avec vous comme ça à la cool pour parler un petit peu de ce que j'ai vécu avec ce téléviseur pendant une dizaine de jours. Il y a des trucs vraiment étonnants, il y a des trucs moins étonnants, il y a des trucs discutables, il y a plein de choses. Le produit est armé vraiment de beaucoup de professionnalisme parce que vraiment on sent que TCL a envie de frapper fort avec le C8K, C89K. C'est le même, c'est 2 appellations pour tromper l'ennemi. Le premier truc qui va vous sauter à la tête si vous décidez d'acheter ce téléviseur, c'est la luminosité. Je ne sais pas ce que Sylvain va trouver sur la luminosité, mais je dois dire que c'est surprenant. À ce niveau-là, il faut employer le mot de surprenant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modes à l'intérieur. Vous avez vu dans le menu, il y a un mode général luminosité, il y a un mode boost, il y a un mode gestion du rétroéclairage. Ils ont plusieurs modes pour essayer d'arriver à gérer une chose pareille. Parce que les gars se sont dit, bon ok, là on en fout 3 tonnes, mais comment est-ce qu'on fait pour que les gens se prennent pas tout en pleine tête? Et en effet, sachez que comme je le dis à chaque fois, et je le répète les yeux dans les yeux, on n'est pas obligé de foutre cette bestiole à fond les ballons. C'est pas une obligation. Il y a, à ma connaissance, 3 modes pour moduler sa puissance lumineuse. Donc vous avez un mode classique luminosité, voilà, puis après vous pouvez jouer sur le boost, après vous pouvez jouer sur donc le rétroéclairage de la dalle. En jouant sur tout ça, on peut soit avoir beaucoup de lumière, soit en avoir de façon très modérée, soit en avoir pas du tout. En effet, je crois que côté puissance lumineuse, là il est calmé derrière. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est ce que j'ai vu de plus approchant, c'est le Bravia 9 de Sony Mini LED que je trouve vraiment étonnant, ainsi qu'un modèle iSense que Sylvain a testé qui était également étonnant, mais là on est sur des crêtes, sur des pics de luminosité.
On peut pousser très fort, c'est du rétroéclairage, hein, donc on peut envoyer les mini-LED à fond les ballons et dire voilà, tu diriges la lumière et tu rétroéclaires. Donc la luminosité est absolument étonnante. Alors la question, quand on est capable de faire autant de lumière, est-ce qu'on est capable de faire du noir également, d'avoir un bon ratio de contraste? Alors maintenant, regardez justement la mire Star Wars que je vais commenter, ça donnera un début d'explication. On se retrouve juste après. Attention, là c'est la piste aux étoiles parce que maintenant ce n'est pas de l'OLED hein, et si un truc qui va pas, on va très vite le voir. Alors mais très vite. Donc c'est parti, le noir est intégral, ça c'est facile, mais après il faut donc rétro-éclairer tous les petits points que vous voyez devant vous. Je sens que ce n'est pas de l'OLED malgré tout, ça se voit, il y a un côté un peu plus grisé, un peu plus brillant. Mais globalement, c'est extrêmement bien fait parce qu'on vient très loin quand même avec TCL qui n'avait pas du tout le même résultat il y a 3-4 ans. Mais il y a quand même des points de rétroéclairage que moi je peux distinguer à l'œil nu qui sont donc des moments où la dalle, là je les vois, je vois les points de rétroéclairage quand même qui sont légèrement visibles sur l'endroit où on rétro-illumine les points blancs. Un truc qui n'existe pas sur l'OLED. Donc c'est extrêmement léger, mais il y a encore des petits effets de blooming. Vous avez vu ce qu'on peut faire avec le rétroéclairage mini-LED? Maintenant, c'est du délire, hein. C'est pas de l'OLED. On n'y arrive pas encore. Il y a encore quelques petits points comme ça de blooming, de rétroéclairage, parce que ça reste des zones hein, qu'on rétroéclaire. Il y a encore quelques petits points qui sont, dans tous les cas, à mon œil, faillibles. Mais globalement, c'est du délire. Regardez ce qu'on avait chez TCL il y a 5 ans. Vous avez vu le gap en 5 ans? C'est délirant, c'est inespéré, c'est inédit dans le monde du LCD d'arriver à de tels résultats sur du rétroéclairage mini-LED, d'avoir un tel noir, une telle tenue, un tel zonage comme ça de rétroéclairage, c'est dingue. Donc maintenant on peut dire que ça fonctionne réellement, c'est juste du délire. Eux ils annoncent 7000 sur 1 en ratio de contraste natif, ce qui est beaucoup pour du LCD. Je rappelle que l'OLED, lui, n'a pas ce problème-là, puisque lui, il coupe tout et il n'a pas de rétroéclairage. Donc lui, c'est considéré comme infini. Mais là, les résultats sont bluffants. Et la colorimétrie. La colorimétrie, j'ai pas eu de grief, hein. C'est très bon, c'est vraiment très vivant. Les couleurs sont chaudes. On a un mode filmmaker qui entre en piste sur ce modèle alors qu'il n'était pas sur le modèle précédent. Le mode filmmaker a été créé pour s'approcher au mieux des intentions du réalisateur, je mets même au mieux avec des guillemets, parce que tout le monde n'aime pas ça. Quelquefois, quand on l'active, on s'aperçoit que l'image devient très chaude, un peu rouille. Il y a des gens qui détestent ça. Mais vous avez d'autres modes, hein, le mode cinéma, vous avez des modes standards et tout. Vous avez tout pour gérer à bord l'image au niveau de sa colorimétrie. Donc la couleur, c'est vraiment très violent, hein, parce qu'en effet, il y a du Quantum Dot, on dit Quantum Dot mini LED, LCD bien travaillé en rétroéclairage. On peut obtenir des résultats qui sont très probants, très clinquants, très vifs. Je pense que le concurrent de cette bestiole au niveau de la colorimétrie, c'est encore, et je reviens sur ce produit, le Bravia 9 de Sony. On verra ce que pense Sylvain des espaces colorimétriques. Il y a un truc qui m'a quand même vachement épaté, c'est le travail de ce produit en HDR Dolby Vision. On sent qu'il a tellement de puissance. Oh là là, n'ayez pas peur, tellement de puissance qu'il peut assurer justement des grandes crêtes de luminosité, tout en gardant les zones sombres qui sont parfaitement visibles, si je puis dire. C'est ce qu'on appelle le tone mapping. J'ai trouvé que le battement du HDR Dolby Vision donnait vraiment des images extrêmement lumineuses, qui grimpaient très haut, tout en conservant les détails. Ce qui est rare quelquefois, que justement, je vous le dis souvent, quand on a un tone mapping qui est défectueux, quand on balance la lumière, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme lumière? Et bien en même temps, on paume tout à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on n'a plus les détails, on n'a plus les zones sombres, on n'a rien du tout, tandis que là, tout ce que j'ai passé, conserver en effet la puissance lumineuse tout en gardant le détail et les zones sombres. Par contre, tout n'est pas parfait et je l'ai vraiment mis en exergue. Si c'est le roi soleil au niveau de la luminosité, il parvient également à griller. Il y a des fois, j'ai remarqué, là ça n'a pas lieu, mais il pourrait y avoir ici une zone qui est surexposée, c'est-à-dire qu'il va quelquefois un peu trop loin. De ce fait, il a tendance à surexposer les zones claires comme le ciel, certains trucs, on sent que c'est too much. Là encore, il faut moduler dans les menus, mais il va quelquefois très loin et il a tendance à griller un petit peu l'image. Ce n'est pas tout le temps. Prenez pas ma phrase en disant « oui, il le fait tout le temps ». Il n'en a pas du tout. Il y a eu des moments où j'ai vu des trucs, je dis bah, « est-ce que par hasard, il n'en ferait pas trop le pépère ?» Sur ce genre de zone où vous avez ici du sombre et le clair. Ça, c'est très compliqué. C'est le moment où le HDR doit être performant. Être capable de garder ça sans que ça grille, sans que ça soit surexposé, et ça sans qu'en effet on n'y voit rien. Donc lui, il a un équilibre qui est quelquefois un petit peu moyen, parce que justement il a beaucoup de lumière. Ça dépend également de la source. Il faut savoir qu'il y a certaines sources qui n'exploitent absolument pas les battements du HDR Dolby Vision, et il y en a d'autres qui foutent la gomme. Quelquefois des images de démo, parce que nous on a des Blu-ray disques de démo exprès pour le piéger, et dans ce cas-là ils envoient des trucs incroyables, ces Blu-ray disques de démo en 4K pour balancer le maximum de patates sur un téléviseur. Et c'est à ce moment-là que lui dit « wow !»
Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça peut arriver et dans ce cas-là, il faut régler dans le menu le côté un peu surexposé de certains blancs en HDR Dolby Vision. Parmi les choses que j'ai aimées, c'est le travail du processeur. C'est vrai qu'au début, on disait toujours, oui, les processeurs, que ce soit TCL, Hisense et autres, ne sont pas à la hauteur des processeurs Sony, des processeurs Panasonic. C'est vrai qu'il y a toujours un petit gap, mais là, le travail fait au niveau du processing est très très bon. On a une image qui est douce, qui est suave, qui peut être définie, c'est agréable à regarder, c'est vraiment très très beau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème ni de rémanence, ni quoi que ce soit, on n'a pas de problème où on voit le travail. Alors moi j'ai fait des essais justement de l'upscale de Full HD vers 4K. Regardez. Ça, je le rappelle à chaque fois quand je passe ce type de mire, cet extrait d'un Blu-ray disque de test. Il s'agit d'un upscale, donc d'une mise à l'échelle d'une source 1080p en Ultra HD 4K par le cerveau du téléviseur. C'est-à-dire que c'est lui qui prend le signal 1080p et qui va en faire du 4K. Et là, on peut voir qu'il n'y a pas de problème majeur. Ça ne crépite pas, il n'y a pas de pixels sauvages. C'est très très propre. Donc il n'y a pas de problème de fluidité ni quoi que ce soit. Vraiment, l'image est impressionnante. Elle est impressionnante parce qu'elle est dynamique, elle est pulsée. On sent que la puissance lumineuse est exploitée. C'est-à-dire qu'on sent que le téléviseur n'engendre pas la mélancolie. C'est-à-dire qu'il y va à fond, mais il sait se calmer. Il faut savoir que justement les mini LED sont capables d'intervenir très très vite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de latence au moment où elle passe d'un état lumineux à fond à un état où il n'y a rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rémanence, parce que le changement d'état est immédiat. Avant, on avait des moments, quand je passais par exemple la mire Star Wars, on avait les points lumineux, quand on les éteignait, il y avait une rémanence, ils ne s'éteignaient pas tout de suite. Il y avait un petit truc qui était là, tandis que là, c'est immédiat. Noir, blanc, c'est immédiat. Il n'y a pas de notion de on est surpris, le téléviseur est surpris, tout le monde est surpris. Non, ça tourne très très vite, très très fort. C'est un problème qu'ils ont réglé, qu'ils ont vraiment réglé. Regardez-moi ça, l'image reste agréable, que ce soit en effet une zone claire ou une zone sombre, et c'est pas surpiqué, c'est pas surpoussé. Voilà, il y va mollo, il donne une image qui est agréable à regarder, qui est surtout très vivante, très dynamique, avec des bonnes sources. Ça mettez pas n'importe quoi, comme toujours, et me dites-moi, oh, j'ai mis des sources un peu dégueu, Pépé, l'image est dégueulasse. Comment dire? Tout n'est pas parfait, vous le savez, hein. Donc, concernant les défauts, il n'y a pas que le côté surexposition de certaines zones claires, il y a également le filtre anti-reflet qui est correct, mais comment vous dire, on s'habitue tellement au filtre anti-reflet des modèles Samsung ou même du G5 de LG qui est vachement bien, que là on va trouver toujours qu'il y a des reflets. Il y en a. Ça bloque pas tout. À mon avis, le filtre anti-reflet n'a pas fait beaucoup de progrès par rapport au filtre de l'année dernière, même s'il y a le fameux vernis, voilà, Christ Glow qui est derrière, le vernis, voilà, il y a quand même des reflets, sachez-le, vous en aurez. Si vous avez un modèle C89B, donc le modèle précédent, attention, il n'est pas obsolète. Pas du tout, il n'y a rien de tout ça. Par contre, oui, là, ils mettent un peu une tannée parce que c'est le but de TCL. Je sais ce que veut TCL, ils veulent être numéro 1 monde, hein, ils sont numéro 2, mais ils ont l'ambition d'être numéro 1, donc ils poussent à fond. C'est un modèle premium. Hein. Donc au final, je me suis quand même bien régalé, j'ai quand même kiffé regarder ce téléviseur, même si en effet, il n'a pas toujours les caractéristiques de ce que moi j'appelle l'image OLED. Il peut pas, il y a toujours un rétroéclairage, il y a toujours des choses qui sont inhérentes au fait que ce soit du LCD, mais du coup, ça c'est beaucoup plus lumineux qu'un téléviseur OLED, même si les autres sont en train de talonner derrière. Et le QD mini LED est en général très très doué également pour la colorimétrie, donc la couverture d'espace colorimétrique, comme peut l'être également le Sony Bravia 9, qui est pour moi un monstre, qui est le concurrent direct de celui-ci, parce que le Bravia 9 m'a également beaucoup impressionné. Mais impressionné. Chaque année, vous voyez le niveau de qualité des téléviseurs mini LED qui grimpe, hein. Ça grimpe chaque année. Luminosité, le ratio de contraste natif, parce qu'avant c'était le problème, c'était faire du noir. Bon, ça, comment on fait du noir alors qu'on balance des lampes comme ça derrière pour être éclairé? Donc les progrès sont juste gigantesques. Et là, d'une génération à l'autre, TCL a encore fait progresser sa dalle, le rétroéclairage, les points de rétroéclairage, les zones, le ratio de contraste. Ça monte, ça monte, ça monte et ça monte chez tous les fabricants. Jusqu'où? Ah ah l'avenir dira. On va passer des bons moments ensemble. Hein. Alors la qualité audio, ça donne quoi? Enfin, une vraie marque à bord, Bang & Olufsen. C'est pas rien, hein, BO. Hein. C'est vraiment une grande histoire qui dépasse 100 ans d'existence. Alors ils ont bossé avec TCL, main dans la main, hand in hand, pour travailler sur le produit. Ils ont mis des haut-parleurs à l'arrière, donc actifs et passifs, pour avoir du grave. Ils ont mis des haut-parleurs d'élévation. À ma connaissance, il n'y a rien sur le côté. Hein. Alors côté qualité audio, oui, ça s'entend qu'ils ont fait quelque chose. Il n'y a pas de problème, notamment sur la qualité des dialogues, qualité des voix. Il y a du grave.
C'est pas non plus le plus gros grave de la Terre, hein, parce que dans ce cas-là, on prend une barre de son, on rajoute un caisson de grave ou des choses comme ça. Mais pour une pièce qui va de 30 à 35 mètres carrés, on peut dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Au niveau des effets, alors les effets, il y a eu des effets d'élévation intéressants. C'est pas encore une fois un truc où vous levez la nuit pour écouter ça. Ça reste un téléviseur, il fait ça d'épaisseur. Mais globalement, oui, j'ai eu des effets qu'on va écouter dans quelques instants parce que j'ai fait une captation binaurale. Ça peut être assez impressionnant, notamment sur la dispersion comme ça dans la pièce. J'ai entendu des choses que j'avais entendues uniquement sur les modèles Panasonic. Panasonic fait mieux quand même parce que il y a Technics derrière et j'ai trouvé que Panasonic avait plus de puissance. Et certains modèles Philips. Justement, parlant de puissance, il y a un truc sur le produit. Je reconnais bien Bang & Olufsen là-dessus. Alors, Bang & Olufsen a installé tout ça à bord, a créé le concept, a créé l'audio et n'a certainement pas envie que ça sature de tous les côtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À mon avis, il y a un mode automatique de gestion de la puissance qui est permanent. C'est-à-dire que pour éviter une saturation, ça part de tous les côtés, vous dites « Oh mais qu'est-ce que j'ai acheté, ce téléviseur il coûte une blinde, le son est pourri ». Pour éviter une saturation des haut-parleurs de leur système qu'ils ont créé, ils ont mis, à mon avis, un limiteur de puissance qui fait que quelquefois on a envie que ça aille plus loin et puis bing, il est là. Mais il est là pour éviter quoi? Il est là pour éviter que ça soit complètement dégueulasse. C'est-à-dire que le son parte en vrille, qu'il y ait en effet un son qui soit distordu. Donc ça c'est une façon de faire de la part de BO. Alors moi j'ai pas réussi à déconnecter ce système. Peut-être qu'il y a un mode à l'intérieur du produit qui permet de déconnecter cette gestion de la dynamique justement entre les sources et les scènes. Moi je l'ai pas trouvé. Vous avez en plus un mode nuit, hein, si vous le voulez, qui abaisse encore le niveau de dynamique. Mais globalement, sans mode nuit, c'est-à-dire qu'un mode normal, standard et autres, vous gardez un contrôle en fin de compte du battement de la dynamique qui est, je pense, volontaire, à moins que vous ayez trouvé une façon de le déconnecter. Bang & Olufsen a installé un contrôle de la dynamique pour que notamment quand on change de chaîne, quand on change de source, on n'est pas en saut de pas en l'air avec les haut-parleurs qui traversent la pièce, on dit, oh ça y est, j'ai cassé ma membrane. Non, il n'y aura pas de ça a priori sur le produit puisque le son est maîtrisé. On sent une maîtrise de A à Z hein, sur l'aigu, le grave, les médiums, les dialogues. On sent qu'ils ont bossé. On va écouter maintenant la petite partie en audio binaural. Vous allez voir que ça passe pas mal quand même. Hein. C'est une section audio qui est plus que correcte, bien plus que correcte. Ils ont bien fait de s'allier avec Bang & Olufsen. Enfin un peu de talent, bon sang. Salut Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va et toi? Dis bonjour à ton fan club. Salut tout le monde. T'as dit bonjour à ton fan club? Au début de la Depuis vidéo, longtemps. parce que tu sais que là, il y a une attente qui est gigantesque. Dans toutes les vidéos, tu sais qu'on a pu faire auparavant, tous les tests, tout le monde dit vivement le TCL, vivement le TCL. Et puis en plus, pendant la vidéo de présentation, t'as Olivier qu'on a fait des caisses, évidemment. Tu le connais. À peine. À peine. Le Olivier, à peine. Donc du coup, les gens sont au taquet, sont chauffés à blanc. Donc ce produit, vas-y parce que je regarde pas exprès. Allez, on y va tout de suite sur les mesures. Pas d'attente. Le TCL C8K. Le pic de luminosité, j'ai pu le mesurer en mode filmmaker à 3274 candela par mètre carré. Ah, je me casse carrément. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu ça. Alors si, j'ai pu mesurer sur le Hisense U8Q
Un pic de luminosité de 3487 candela par mètre carré. Alors si je comprends bien, c'est pas la peine d'avoir des éclairages devant nous. On peut foutre les deux téléviseurs et se faire éclairer directement par les deux bestioles. Quasiment. Alors c'est sur 10% de la surface de l'écran quand même, attention. Hein. Mais en fin de compte, là on est dans l'inconnu. C'est-à-dire que pour des produits grand public, on n'a jamais vu un truc pareil. Aussi lumineux, non. Ça va faire plaisir aux gens qui disent bah il y a qu'à luminosité, où est le plafond de verre? Et puis les gens ils sont... Chaque année, on repousse le plafond de verre qui va un tout petit peu plus haut, effectivement. Parce qu'en OLED, c'était le G5 qui nous a... En OLED, le G5 qui était à 2412 candela par mètre carré. Progression aussi sur le TCL en mini LED. L'année dernière, le fameux C89B, best-seller, il était à 2143 candela par mètre carré. Je ne sais pas ce que pensent les gens, parce que tu vas voir les commentaires, parce qu'on lit tous les commentaires. Bien sûr. Les gens vont dire, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi autant de luminosité? Pourquoi? Why? Tell me why? Tu vois? On va y répondre forcément. Ben voilà, c'est pour vous donner, là cette fois-ci, la baie vitrée, pas de problème. Aucun souci. Alors, on enchaîne tout de suite avec les valeurs en mode filmmaker. Donc, tu as parlé du mode filmmaker sur TCL, hein, c'est nouveau, c'est intéressant. Oui. Le Delta E en mode filmmaker pour des contenus SDR, il est à 3,58. Donc, c'est pas mal. Il y a des optimisations à faire. On est au-dessus de 3. Je rappelle, le seuil de 3, c'est le seuil en dessous lequel l'œil humain ne fait plus la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Toujours en mode filmmaker, la température moyenne des couleurs a été mesurée à 6889 Kelvin. Donc c'est pas mal. Il y a quelques dérives colorimétriques, mais on est à peu près dans les clous. Voilà, la valeur idéale, je rappelle, c'est 6500. Exactement. Le gamma moyen a été mesuré à 2,4, donc c'est la valeur idéale. Ah, complet. Sauf que vous voyez sur le graphique, il y a quand même pas mal de cassures sur toutes les valeurs des échelles de gris quand même. Hein. Attention. C'est ce qu'on appelle une courbe accidentée. Il y a des accidents. Voilà. Pour le moment, la luminosité, c'était top. Puis après, bon, tout n'est pas parfait. Mais enfin, non. Là, entre ce que Sylvain mesure et ce que nos yeux voient, il y a quand même une petite différence. On n'est pas sur des valeurs catastrophiques. Loin de là. Bien sûr. Le contraste, extrêmement compliqué, voire quasi impossible à mesurer parce qu'à chaque fois, en fait, le local dimming rentre en action et du coup, bah, ça booste. Et par contre, on a des noirs qui sont vraiment très profonds. Quasi OLEDien, mais non, pas encore. Personne qui pourrait s'y tromper. Ouais. J'en ai parlé justement dans la vidéo, mais c'est vrai que le rendu du noir est incroyable. Mais en effet, comme ça module de tous les côtés, c'est difficile de pointer la sonde et de mesurer réellement. C'est-à-dire qu'on va mesurer des zones, mais ça pop partout. Continue avec les mesures en mode HDR, mode filmmaker toujours, Delta E à 2,56. Donc c'est toujours inférieur à 3, c'est pas mal. Il y a des petites optimisations éventuellement à faire pour les personnes les plus exigeantes, mais on est bien. Je rappelle le fameux pic de luminosité en mode filmmaker, 3274 candela par mètre carré. En plein écran, ce coup-ci, on est à 672 candela par mètre carré. Record? Alors non, c'est pas un record du tout parce qu'en fait, il fait moins bien que l'année dernière. Mais non! Si, il fait moins bien que le C89B qui était mesuré à 894 candela par mètre carré en plein écran. T'expliques ça comment? C'est compliqué. Alors, je pense que TCL a voulu miser, voilà, sur des zones très lumineuses et pas forcément sur tout l'écran. Le pop. Ouais. Les rétroéclairages qui pop. Exactement. Pas forcément l'intégralité. Ils ont travaillé pour qu'il y ait des zones de rétroéclairage qui soient très très violentes. Après, les images lumineuses en plein écran sur un film ou une série, etc., on n'en voit jamais, quoi. Sauf, voilà, par flash, en fait, tout simplement. Le mode film, maintenant, Delta E à 2,64, donc c'est encore inférieur à 3, très bon. Pic de luminosité à 3281 candela par mètre carré. Voilà. On passe maintenant à la couverture des espaces colorimétriques. Le Rect 709 est très bien couvert à 98,5%. Donc c'est impeccable. Le DCI-P3 est couvert à 97,04%. Donc c'est nickel aussi. Je rappelle quand même la référence sur le marché, le Samsung S95F à 99,8% en DCI-P3. Mais c'est un QD OLED. Oui, c'est un QD OLED. Ça reste la référence. Ça reste la référence pour les téléviseurs. Mais voilà, le mini LED, pareil que le Blooming, la cible à atteindre, c'est le OLED. Maintenant, la couverture de l'espace colorimétrique en BT2020, on atteint 80,05%. Donc c'est très bon aussi. Ouais, plus pour 2%. Pour LCD mini LED, c'est incroyable. Ouais, plus 2% par rapport à l'année dernière. Et la référence par rapport à l'année dernière, S95F, il est à 88,5%. QD OLED. QD OLED. Quelle synchronisation. QD OLED. QD OLED. La partie gaming maintenant, tu as parlé évidemment du fabuleux fréquence de rafraîchissement. Yes. Avec une dalle qui n'est pas en 120 Hz cette fois-ci, parce que ce modèle-là, TCL le dit bien, nous on n'a pas de dalle à 120 Hz comme les autres. C'est du natif. C'est du natif, on n'émule pas, nous messieurs dames, on n'émule pas. Non. Alors du coup, en input lag, excellentissime, on est à 13,2
millisecondes. En dessous de 16. En dessous de 16, effectivement. Le record, c'est Panasonic Z95A à ce jour, qui est à 8,9 millisecondes. Toujours pas égalé Non. à ce jour. La fidélité des couleurs maintenant en mode jeu, on est à 3,5, donc c'est pas mal. Le pic de luminosité, on est à 3307 candela par mètre carré, donc c'est très lumineux. On termine par la consommation, SDR. J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 44 Wh, donc c'est très bien. C'est moins 10 Wh de moyenne, encore une fois, par rapport à l'année dernière, sur exactement le même contenu. Et maintenant, la consommation en HDR. Alors attention, ça pique un peu. J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 168 Wh contre 107 par contre pour le modèle précédent, le C89B. Mais pourquoi est-ce que ça pompe autant à ce moment-là? Parce que c'est du délire. Les autres marques arrivent à contenir en HDR, et eux, dès que c'est du HDR, ils foutent tellement tout à fond derrière, ils poussent carrément les crêtes, ça fait que ça commence à pomper là, sur là, sur ça la s'envole, ligne. effectivement. Ah ouais, ouais. À titre de comparaison, le Hisense U8Q, qui est plus lumineux que le C8K de TCL, il est toujours à 154 Wh, donc légèrement inférieur par rapport au TCL. Attention. Et c'est là qu'on peut dire, on peut le dire aux gens qui nous regardent, l'OLED en mode HDR Dolby Vision n'a jamais ces consommations-là. Non. On est toujours maximum 70, 80 grand maxi, tout à fait, 60 watts heure de moyenne pour ce type de diagonale. Là, les mini LED, ils poussent à fond derrière pour le rétroéclairage. Le rétroéclairage est le responsable de ça. Oui. Vous vous rendez compte? Voilà, voilà. Merci. Merci à toi. Et ciao. Salut. Une des images LCD mini LED les plus impressionnantes du marché. Un rendu du noir absolument inespéré pour un produit LCD mini LED. Une télécommande stylée et rétroéclairée. Compatible avec tous les HDR, HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, tout est gobé. Compatible Dolby Atmos et DTS-X. Luminosité record, c'est un roi soleil. Vous n'êtes pas obligé d'activer tout à fond. Je vous rappelle, à chaque fois, c'est important parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, pourquoi est-ce que je vais acheter un téléviseur qui va me cramer la rétine et tout ?» Non, non, ça va pas cramer la rétine. Si vous baissez, vous n'aurez pas la luminosité maximale. Par contre, le jour où vous avez une baie vitrée avec du soleil qui tape dessus, vous serez bien content d'avoir une réserve de puissance. Mais c'est pas imposé cette luminosité, disons qu'il peut le faire. Et c'est assez étonnant. Le design est magnifique, ce zéro border, c'est superbe. L'image flotte comme ça, elle flotte dans l'espace parce qu'il n'y a pas le petit trait noir qui encadre l'image. C'est assez dingue. Une vraie dalle LCD 144 Hz en natif, c'est pas un bidouillage, elle est réellement LCD 144 Hz. Très beau résultat avec tous les HDR, c'est vraiment incroyable, la dynamique est incroyable. Section audio vraiment convaincante, sur le modèle testé, c'est un 65 pouces qu'on a testé. C'est un téléviseur LCD, donc il n'y a aucun risque de marquage éventuel de la dalle. Derrière le téléviseur, il y a une plaque amovible pour ranger les câbles, c'est très élégant. Le C8K faisant partie de la gamme TCL haut de gamme et tout de l'année 2025, il est compatible avec les enceintes TCL Dolby Atmos Flex. Donc enceinte qu'on va mettre dans la pièce pour créer justement un dôme sonore associé au téléviseur. On en parle dans très peu de temps sur la chaîne, avec des démos. Rouge, warning, les moins, il y a encore un petit peu de blooming. Il y a des séquences un peu compliquées que j'ai passées, justement, comme la mire Star Wars avec des points lumineux sur un fond noir. Il y a encore un petit peu de blooming qu'on distingue tout doucement, mais il y a encore un tout petit peu. C'est pas encore parfait, mais disons que là, on est sur quelque chose déjà d'inespéré. Télécommande superbe, mais à pile, j'aurais préféré un chargement par USB. Uniquement 2 ports HDMI réellement 2.1. Il n'y a pas de mode QMS sur le téléviseur, c'est-à-dire Quick Media Switching. Je rappelle que le Quick Media Switching permet notamment à un téléviseur de passer de 25 images par seconde en vidéo, ou bien à 30, ou bien à 60 images par seconde pour certains Blu-ray disques, sans qu'il y ait de décrochage. Ça, il n'y a pas ça sur celui-ci, donc il y aura un petit décrochage, une petite latence. Il y a uniquement, à ma connaissance, les modèles LG et Samsung récents qui ont le mode QMS. On va pas se mentir, on n'est pas là pour ça, messieurs, dames. Il y a des reflets. Il y a des reflets, c'est-à-dire la dalle anti-reflet fonctionne, mais si on compare avec les modèles Samsung ou même un ou deux modèles LG qui sont vraiment très très bons comme le G5, il y a encore des reflets, on les voit bien. Mais c'est acceptable, attention, mais vous allez quand même avoir des reflets. L'angle de vision est très très bon, mais ça n'égale pas encore les angles de vision des téléviseurs OLED ou QD OLED. Si on ne fait pas attention, il est tellement lumineux le pépère qu'il peut commencer à griller un peu l'image. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de surexposition des blancs sur fond noir. C'est-à-dire si vous mettez quelque chose en effet de clair et vous avez le noir derrière, vous pouvez surexposer le blanc et dans ce cas-là, ça vous donne une sensation un petit peu blanc grillé, écraser les noirs. Il faut faire attention en modulant la lumière parce qu'il suffit de moduler. Pas de prise casque pour les gens qui auraient eu envie d'une prise casque, on sait jamais. À ma connaissance, il n'y a pas de double flux Bluetooth pour avoir 2 casques en Bluetooth. À ma connaissance.
un seul port USB. Et à ma connaissance, le port Ethernet est limité à 100 mégas. Il n'y a pas de pied rotatif. Moi, j'adore les pieds rotatifs sur les téléviseurs. Et puis, il n'y en a pas sur celui-là. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a que 2 hauteurs possibles sur le pied, 3 ou 6 cm. Je pense que c'est pas assez, 6 cm. Quelquefois, il y a des barres de son qui sont un peu plus hautes, mais enfin bon, c'est un détail. Il peut y avoir une légère postérisation, donc ce qu'on appelle une solarisation. C'est léger. Je l'ai vu 2-3 fois, c'est très très léger. Hein. Donc, mais si je vous le dis pas, vous allez dire « Ouais, ben il regarde pas ses téléviseurs quand il les teste. » Si, je les regarde. Parmi les choses qui sont légères, mais je me dois de vous le remarquer, quelquefois on a le sentiment que les barres noires, vous savez, des barres noires cinémascope sont un petit peu grisées. J'ai dit un petit peu, hein. C'est comme l'effet de solarisation, c'est un petit peu, voire pas du tout, mais je me dois de vous dire les choses. Ça peut arriver, mais c'est, oh là là, je suis allé à la loupe. Hein. Concernant l'audio, je trouve que la section sonore est vachement bien, mais il y a une sensation de compression de dynamique qui fait que c'est pas toujours aussi expansif que je le souhaiterais. Et j'ai pas réussi à déconnecter ça. Ça se trouve, il y a un mode pour déconnecter, mais le son est bon, mais j'ai l'impression qu'on en veut plus, on a l'impression qu'il fait attention de pas nous casser les oreilles ou de se casser lui. La consommation électrique en mode HDR est trop élevée. Voilà, c'est quand même assez gourmand. Ça y est, c'est terminé. Je suis vraiment content d'avoir fait ce test. C'est un test à 4 mains avec Sylvain. C'est long à faire, hein, c'est sur 10 jours, mais je voulais tout donner. Je vais aller jusqu'à vraiment scruter le téléviseur, essayer d'éterrer des petits trucs, voir des petits défauts ou des grosses qualités. J'essaie de voir tout ça. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, Sylvain et moi, on a fait au mieux pour que ça soit ludique, sympa, instructif. On a essayé de rendre ça accessible, alors qu'en plus c'est super compliqué avec le rétroéclairage, les machins, les trucs. Donc c'était le test du TCL C8K en version 65 pouces. Il y a donc plusieurs diagonales. Et dans peu de temps, il y aura le test du Sony, de l'OLED Sony Bravia 8 MK2, donc Bravia 8 2. J'en attends beaucoup. Également, ça sera le dernier test de télé de l'été, parce que normalement, il ne devait pas y avoir des tests de télé, hein, juste à l'approche de l'été, mais les marques ont envoyé les produits pour la presse un peu en retard. De ce fait, hop, moi je me décale, et puis voilà. Voilà, je devrais presque être un petit peu en vacances, quoi. Bon, dans tous les cas, je suis ravi que vous ayez regardé ce test. Il y a plein de choses à voir sur la chaîne. Il y a beaucoup de tests, il y a des reportages, il y a l'émission de la fin de saison 2 de Tech On Me, qui est une véritable petite merveille. Merci d'être là, merci pour les commentaires, tout ça. Moi, je suis vraiment très content, vraiment très heureux. Allez, encore une petite quinzaine de jours de travail et après, je pourrai lever un petit peu le pied et vous mettre des vidéos de voyage. À bientôt sur ma chaîne. Merci.